Il avait dit à la fin du 19e siècle, la physique est terminée. La physique est terminée, il n'y a plus que juste quelques décimales à ajouter dans les constantes universelles, et puis c'est fini. Il avait ajouté, ah, il y a peut-être un petit problème du côté de ce qu'on appelle le problème du corps noir. Et malheureusement, quand on connaît un peu l'histoire de la physique, le corps noir, eh bien, c'est la mécanique quantique. Et donc, quelques mois, quelques années après cette annonce percutante de Lord Kelvin, eh bien, la physique a été complètement bouleversée. Donc tout ça pour dire qu'il faut certainement pas croire que la physique est terminée. Alors, je reviens à ce que je disais. Je voudrais aborder rapidement un problème important, c'est que ce que je vous ai montré précédemment, en particulier grâce aux images, pourrait laisser supposer que la situation est idyllique, c'est-à-dire qu'on peut tout faire, on peut tout comprendre grâce aux mathématiques, grâce à l'ordinateur, grâce aux images qu'on peut calculer. Et ce que je voudrais vous montrer rapidement, là, c'est que finalement, il y a un certain nombre de limites qui viennent s'intercaler, s'interposer, et qui vont être extrêmement gênantes. Bon, la première, c'est que, de toute évidence, on ne perçoit pas toute la réalité. Je vais vous donner un exemple concret, qui est le suivant. Voilà. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit que les mathématiques, c'était un instrument d'optique, qui nous permettait de révéler les choses qu'on imaginerait pas autrement. J'ai dit aussi que entre 10-19 mètres et 10-35 mètres, eh bien, c'était peut-être les mathématiques qui allaient nous permettre de travailler, d'explorer. Alors, une des révélations des mathématiques à l'échelle de 10-35 mètres, c'est qu'il est possible que la réalité dans laquelle nous sommes ne soit pas à 3 dimensions d'espace, mais à 10. Donc, espace-temps, ça ferait 11 dimensions. Et donc, la question qui se pose en particulier, c'est de savoir où sont ces dimensions qu'on ne perçoit pas. Mais alors, si elles existent, ça prouve bien en tout cas que nos sens ne perçoivent pas toute la réalité. Donc, nos sens ont des limites, et donc c'est une limite pour la connaissance. Alors, entre parenthèses, je peux vous le dire, où sont ces dimensions, si ça peut vous intéresser, parce que c'est quand même assez instructif. Il y a plusieurs possibilités, mais une qui est celle-là, qui est représentée sur cette image que j'ai faite il y a quelques années. Vous avez un réseau cubique qui apparaît en blanc, et ce réseau cubique est censé matérialiser les 3 dimensions de notre espace, les 3 dimensions apparentes, d'accord? Et en chaque point de l'espace, alors évidemment je ne peux pas tous les montrer, j'en montre qu'un nombre fini, donc en chaque point de l'espace, il y a une surface donc à 7 dimensions, qui a cette forme-là, voilà, qui vient en chaque point. Alors, ça peut paraître difficile à concevoir, parce que là on est dans un espace à 10 dimensions, mais c'est pas très compliqué finalement. Je vais faire une analogie. Si vous prenez un tuyau, un cylindre, vu de très loin, vous voyez une ligne droite. D'accord? Ça veut dire que pour caractériser un point qui est sur le tuyau, vous avez besoin d'un seul nombre, c'est-à-dire la distance, un point de référence. Et puis maintenant, vous vous approchez et vous vous rendez compte qu'il y a une dimension supplémentaire, un cercle. Donc en chaque point du tuyau, vous avez un cercle. Et il faut donc un deuxième nom pour coder un point, la longueur et un angle sur le cercle. Et bien là, c'est la même chose. Dans chaque point de l'espace, vous avez le cercle du tuyau, là, mais qui a une forme beaucoup plus compliquée. Donc voilà une possibilité, c'est que ces dimensions qui nous échappent au niveau de la perception, eh bien, soient compliquées et extrêmement repliées, donc à l'échelle de 10-35 mètres. Alors il y a une autre possibilité, c'est que ça ne soit pas comme ça, c'est que l'espace, les dimensions supplémentaires soient effectivement beaucoup plus étendues, voire infinies, mais que dans ces dimensions supplémentaires, l'électromagnétisme ne se propage pas. Or, c'est avec l'électromagnétisme qu'on a connaissance de notre environnement. Hein, les yeux, mais aussi, actuellement, vous savez que la gravitation de Newton, normalement, m'attire vers le centre de la Terre, mais fort heureusement, je ne passe pas à travers le plancher. Et pourquoi est-ce que je ne passe pas à travers le plancher? Eh bien, tout simplement à cause de la répulsion électromagnétique. Hein, mais les atomes qui forment mon corps sont repoussés par les atomes qui sont là, et donc je ne passe pas à travers les strates. Et donc, si l'électromagnétisme ne passe pas dans les dimensions supplémentaires, eh bien je ne peux pas ni les sentir au toucher, ni avec la vue. Et du coup, elles m'échappent. Et donc, je redis ce que je disais tout à l'heure, nos sens
ne nous permettent pas, de toute évidence, de percevoir toute la réalité. Deuxième limitation importante, bon, j'ai insisté, je crois, lourdement sur le fait que les mathématiques, c'était le langage de la physique, voire la physique elle-même. Et malheureusement, les mathématiques, elles sont ce qu'on appelle incomplètes. Et ça, c'est un résultat très important qui a été obtenu par Kurt Gödel dans les années 30. Il a démontré la chose suivante. Lorsqu'un système axiomatique, donc un système mathématique qui repose sur des axiomes comme la géométrie euclidienne, comme l'arithmétique, comme la théorie des ensembles, lorsque ce système axiomatique est suffisamment complet, enfin suffisamment, disons, riche pour permettre au moins de faire de l'arithmétique, eh bien, ce système axiomatique va contenir des propositions qui sont indécidables. C'est-à-dire qu'on ne pourra ni démontrer la vérité, ni la fausseté. Kurt Gödel a ensuite démontré un deuxième théorème, donc le deuxième théorème d'incomplétude, qui dit la chose suivante. Dans un système axiomatique, démontrer la cohérence du système est un indécidable. Il faut savoir que le système est complet, c'est-à-dire cohérent, je veux dire qu'il n'y a pas de truc contraire à la logique à l'intérieur, eh bien, c'est un des indécidables de la théorie. Donc, tout ça pour dire qu'en mathématiques, on ne peut pas tout démontrer, finalement. Alors, on peut éventuellement rajouter des axiomes pour essayer de progresser un petit peu. Tout à l'heure, tout à fait au début, je vous rappelle que j'ai soulevé un problème ouvert en mathématiques qu'on appelle l'hypothèse du continu. Donc, l'hypothèse du continu, c'est justement un indécidable de la théorie des ensembles, et les spécialistes sont aujourd'hui en train de rajouter des axiomes à la théorie des ensembles, mais des axiomes très compliqués, pour essayer de savoir si cette hypothèse elle est vraie ou elle est fausse. Mais en tout cas, les mathématiques sont incomplètes, et donc on peut très bien tomber en physique sur des problèmes mathématiques qui sont de nature indécidable. Troisième difficulté, eh bien, c'est au niveau de la représentation des concepts mathématiques et physiques. J'ai déjà insisté il y a quelques minutes sur ce problème. Le triangle qui est là-haut, ce n'est pas un vrai triangle, hein, donc c'est une approximation de triangle. L'objet qui est ici, en réalité, c'est un objet à 8 dimensions. Évidemment, je ne peux pas représenter un objet à 8 dimensions, on ne sait pas ce que c'est intuitivement et visuellement, donc je n'en vois qu'une section tridimensionnelle. Autre difficulté, eh bien, c'est par exemple en mécanique quantique. Quand je vais m'intéresser à la structure des atomes, aux particules élémentaires, etc., qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous avez sous les yeux là? Vous avez sous les yeux un proton ou un neutron. Hein, c'est la même chose si on ne regarde pas la charge. Donc, vous avez un proton ou un neutron. Proton, un neutron, historiquement, expérimentalement, c'était une particule élémentaire. On a découvert expérimentalement ensuite qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Voilà l'image qu'on s'en donne aujourd'hui, donc des quarks, ce qu'on appelle 3 quarks de valence au sommet d'un point équilatéral, et puis vous avez les fluctuations du vide qui induisent cette mer de particules grouillantes, donc des quarks et des gluons qui interagissent, qui meurent, qui se créent en permanence. Le problème, c'est que à cette échelle-là, les notions naïves, intuitives que l'on a à notre échelle, qui sont les formes et les couleurs, ça n'existe pas. Un quark, un photon, un électron, tout ce que vous voudrez, ça n'a ni forme ni couleur. Alors malheureusement, pour faire une image comme celle-là, il faut bien que je fasse quelque chose, que je marque des pixels sur l'écran. Hein, donc je suis amené à créer des formes et des couleurs pour ces particules. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Ça, c'est juste j'allais presque dire, une vision poétique de l'objet. Ça correspond un peu aussi, à peu près à ce que les physiciens imaginent, mais ça n'empêche que la réalité n'est pas comme ça. Et donc c'est plutôt mensonger. Alors on pourrait se dire que malgré tout, il existe des circonstances où il est facile quand même de faire des choses correctes. Et bien malheureusement, non. Voilà, vous allez le voir sur cet exemple immédiatement. On pourrait considérer finalement que le problème de représentation le plus simple sur lequel on peut tomber à la fois en mathématiques et en physique, c'est ce qu'on appelle un champ à 2 dimensions, un champ scalaire à 2 dimensions, donc un tableau. Donc vous avez un tableau avec des cases, et dans chaque case, vous mettez une valeur numérique, 23, 57, etc. Et donc, c'est le problème le plus élémentaire de représentation, tout simplement parce qu'un écran d'ordinateur sur le vidéoprojecteur, etc., c'est fait d'un tableau de pixels, justement. Et donc, on peut imaginer que représenter un tableau de nombres, c'est très facile à faire, parce qu'il suffit d'associer à chaque pixel un nombre. Et donc de fixer des couleurs aux nombres. Le problème, c'est que les nombres n'ont pas de couleur. Imaginez que j'ai à représenter que dans une case de mon tableau, par exemple ici, j'ai 23. Et alors je vous demande, quelle est la couleur de 23? Question stupide qui n'a pas de sens.
Mais malgré tout, si je veux faire une représentation, je suis obligé d'attribuer les couleurs au nombre. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette image? On a 4 carrés, et ces 4 carrés représentent le même tableau de nombres. Exactement le même tableau de nombres. La différence entre les 4 carrés, c'est tout simplement justement le coloriage des nombres. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit 4 objets différents. Alors que derrière, vous avez systématiquement le même tableau de valeurs numériques. Et alors la leçon de cette histoire, qui encore une fois aurait dû être le cas le plus élémentaire et donc sans ambiguïté, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la leçon à tirer donc, de cet exemple élémentaire? C'est que par un choix approprié des couleurs pour colorier les nombres, eh bien, je peux cacher des choses qui existent. À titre d'exemple, la discontinuité là, qui apparaît sur toute la hauteur, ici sur 50%, elle a disparu, là et là, alors qu'elle existe réellement. Inversement, je peux montrer des choses qui n'existent pas. La périodicité qui est là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans les nombres, et pourtant je suis capable de la montrer. Donc, sur ce problème élémentaire qui aurait dû être un cas d'école trivial, etc., sans ambiguïté, eh bien, je vois apparaître des problèmes, et en particulier le fait que je puisse cacher des choses qui existent et montrer des choses qui n'existent pas. Donc vous voyez, la situation n'est pas forcément aussi triviale que les images que je vous ai présentées précédemment pouvaient laisser supposer. Mais ce n'est pas fini, malheureusement, parce que pour aboutir à ces résultats, par exemple sous forme d'image, il faut faire des calculs et donc faire au préalable de la programmation. Et là, la programmation, eh bien, malheureusement, c'est du bricolage. Pour ceux, et je discutais avec 2 personnes tout à l'heure avant de commencer, donc ils commencent à la programmation, et malheureusement, ils en convenaient avec moi, la programmation, aujourd'hui, ça n'est que du bricolage. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse un jour mettre en œuvre une théorie, une science de la programmation. Donc c'est du bricolage, et tout ça pour dire qu'un programme qui marche bien aujourd'hui, eh bien demain peut, parce que vous ne l'avez pas testé complètement, parce que tester complètement c'est impossible, eh bien, peut être amené à avoir un comportement complètement incohérent. Mais ce n'est pas fini, vous allez voir malheureusement, je vais vous montrer quelque chose de plus ennuyeux. Alors, ce que vous allez voir maintenant, c'est un vrai programme d'ordinateur qui est écrit dans un langage qu'on appelle le C. Et ce vrai programme d'ordinateur va contenir un certain nombre de choses qui, pour ceux qui ne connaissent pas la programmation, peuvent paraître assez ésotériques, mais pas plus qu'une calligraphie arabe ou chinoise. Hein. Donc il y a des mots-clés comme ça qui vont apparaître et qui ne sont pas forcément d'une utilité évidente, mais encore une fois, c'est un vrai programme. Donc je vais directement... Attendez, je vais plutôt, excusez-moi, revenir d'un cran en arrière, ici, voilà. Alors, vous avez... juste la chose intéressante, c'est cette ligne ici, où je définis un nombre qui vaut 4095,1, cette ligne où je calcule un nouveau nombre qui s'appelle A et qui vaut B plus 1, et si A égale B plus 1, vous avez A moins B égale 1. Ça, c'est vraiment de l'arithmétique triviale. Et puis ensuite, je définis un nouveau nombre qui s'appelle x0 et auquel je donne la valeur 1. Et à partir de là, je vais calculer un quatrième nombre qui s'appelle x1 et qui vaut ax0 moins b. Alors, combien vaut-il? Eh bien, c'est très simple. ax0 moins b, c'est-à-dire a1 moins b, c'est-à-dire a moins b, c'est-à-dire 1. D'accord? Donc, x1 est lui aussi égal à 1. Et puis à partir de là, je vais calculer x2 en fonction de x1, x3 en fonction de x2, etc., etc. Et le même raisonnement que celui qu'on vient de faire tout à l'heure nous montrerait que tous les x indice 7 à 0 sont tous égaux à 1. Voilà. Si vous avez des doutes sur ce que je suis en train de vous dire, comme c'est des notions un peu compliquées, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la programmation, mais enfin, en tout cas, pour ceux qui la connaissent un peu, ils sont d'accord avec moi, tous les x, là, sont tous égaux à 1. Il n'y a pas de mystère, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Merci. Donc, alors, ce programme, il a 2 propriétés que n'ont malheureusement pas les programmes habituellement. Les programmes dont j'ai montré des résultats tout à l'heure sous forme d'image, c'est des programmes qui ont, disons, entre 10 000 et 100 000 lignes. Et là, vous voyez ce programme qui n'est pas écrit comme il le faudrait, on pourrait le compacter davantage. Hein. Mais vous voyez, il a une dizaine de lignes. Donc, c'est un programme qui est absolument élémentaire, trivial, tout ce que vous voudrez. Donc, première propriété, il est élémentaire, et donc on ne peut pas faire d'erreur dedans. Si vous écrivez un programme qui fait 100 000 lignes, ne pas faire d'erreur dedans, hein, c'est pas évident. Et il y en a forcément. Là, il ne peut pas y en avoir. Et s'il y en avait, tout le monde le verrait. Hein? Bon, deuxième propriété que n'ont pas non plus les autres programmes, c'est que vous connaissez le résultat. Hein? Tout ce que vous calculez, vous savez que ça doit valoir 1.
Or, vous vous souvenez, je vous ai montré des montagnes, des objets fractales assez tordus, je vous ai montré la structure du nucléon, tout un proton, neutron. Bon, a priori, on ne sait pas ce qu'on va calculer, puisque sinon on ne calculerait pas. Là, on sait ce qu'on calcule. Donc, on va vérifier que l'ordinateur calcule correctement. Et pour ce faire, on va lui demander d'afficher les résultats calculés. Donc, ce sont les ordres un peu ésotériques qui viennent d'apparaître. Et donc, on voit le calcul. Donc, x0 égale 1, c'est bien la valeur qu'on avait forcée. Et qu'après, on va à x5 qu'on a calculé. Et là, malheureusement, vous voyez que x1, il a 4 décimales qui sont fausses. Et puis x2, il est assez faux. Et puis, alors là, x7 est devenu complètement faux. Et ça, c'est pas... On aurait conservé au cours des itérations, là, des différents calculs, on aurait conservé ces 4 décimales fausses. Bon, en les cachant, en mettant la poussière sous le tapis, on ne les aurait pas vues. Hein, mais là, ça paraît difficile hein, de cacher cette anomalie. Hein. Alors, bon, alors, ce que je viens de vous montrer, là, c'est une caricature, en quelque sorte. Parce que si je touche un petit peu les paramètres qui sont en haut, comme 4095,1, ça va mieux marcher, voire marcher parfaitement, c'est-à-dire qu'on va trouver que des 1 ici. Mais ça n'empêche que, même si c'est une caricature, ça prouve que l'ordinateur, en toute généralité, ne calcule pas exactement. Hein, c'est QFD. Alors, je vous ai montré ça, maintenant il faut quand même que je vous explique d'où ça vient, parce que c'est quand même assez dramatique, donc il faut comprendre le phénomène. Eh bien, la compréhension, elle est facile, c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises en commençant l'exposé. Je vous ai dit qu'avec un ordinateur, on ne pouvait traiter qu'un nombre fini de cas. Un ordinateur, ça a une capacité finie. Quelle que soit la capacité, alors les portables d'aujourd'hui, les ordinateurs, bon, c'est, je sais pas, ils ont 8 gigaoctets de mémoire centrale, 100 gigas, 1 téraoctet sur disque, mais enfin, c'est beaucoup. C'est beaucoup, puisqu'on peut stocker des centaines de milliers de livres, des films, tout ce que vous voudrez dessus, mais ça n'empêche que c'est fini. C'est pas infini. Or, paradoxalement, pour faire ce simple calcul, il faudrait avoir l'infini. Alors, où est l'infini dans cette histoire? Eh bien, dans ce cas particulier, hein, parce que systématiquement, c'est un problème d'infini, mais là, je vais expliquer celui-là en particulier. Il est ici. Il est ici, c'est le virgule 1 qui est là. Alors, virgule 1, qu'est-ce que ça veut dire en arithmétique? Oui. C'est comme le problème quand on dit, par exemple, x égale 0,99 à l'infini. Oui. Donc, du coup, 10x égale 9,999. Oui. C'est un problème de... Quand on fait, du coup, on a 1 égale 0,99 à l'infini. Oui. Alors, ça voudrait ce qui se passe là. Là, dans le cas présent, c'est un changement de base, en fait. Hein. 1 dixième, ça demande que 3 chiffres pour être écrits, 1 et 10. Malheureusement, quand on passe d'un ordinateur, on fait une conversion en base 2, et 1 dixième demande en base 2, enfin en inverse de base de puissance de 2, il faut une infinité de chiffres binaires. C'est comme ça. Et donc, comme je ne peux pas mettre une infinité de chiffres binaires dans mon ordinateur, eh bien je coupe à un certain moment, et du coup, l'hypothèse que j'avais faite ici mathématiquement que A moins B est égal à 1 n'était pas vraie. A moins B est égal à 1 plus ou moins un petit quelque chose de rien du tout, et ce petit rien du tout, bah, c'est ce qu'on retrouve ici, qui se propage ensuite à grande vitesse de par la multiplication par 4095. Voilà. Donc vous voyez, tout ça pour dire que l'ordinateur ne calcule pas exactement, et ça c'est absolument dramatique parce que quand on fait de la physique avec les mathématiques et l'ordinateur, eh bien on a besoin de ce qu'on appelle les nombres réels. Et les nombres réels, alors je ne vais pas vous les définir parce que c'est quand même assez compliqué à définir, mais naïvement comme ça on peut dire bah, c'est les nombres qui ont une infinité de décimales. Voilà. En général elles sont d'ailleurs, elles ont une apparence complètement aléatoire, enfin, donc c'est les nombres qui ont une infinité de décimales. Encore une fois, je ne peux pas mettre dans mon ordinateur une infinité de décimales. Et donc, je vais avoir des problèmes. Alors je vais vous montrer un exemple. Est-ce qu'on va le voir ici? Non, c'est pas là que je vais vous le montrer, ce serait trop compliqué. On va le voir ici. Vous allez voir, on va regarder ça. Voilà, je le montre juste sur un exemple tout bête, que je ne dise pas de bêtises. Est-ce que c'est bien ça que je vous montre? Oui, c'est ça. Donc, là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le système solaire et les planètes. Donc, vous avez ici une étoile binaire et puis deux planètes qui sont en orbite autour de l'étoile binaire. On calcule les trajectoires, etc. Donc, on suit par exemple la trajectoire de la grosse planète blanche. Et puis, on voit que ici, par exemple, cette trajectoire se subdivise en une trajectoire jaune et une trajectoire bleue. Ce qui n'est pas physique, bien évidemment, puisque la planète, elle est unique, et donc elle doit avoir une trajectoire unique. Et pourquoi est-ce qu'on voit apparaître cette subdivision, cet éclatement? Eh bien, pour une raison très simple. J'ai superposé, en fait, dans ces images, deux calculs faits en parallèle, sur deux ordinateurs différents.
l'ordinateur bleu et l'ordinateur jaune. C'est le même programme, les mêmes données, exactement. Ce sont théoriquement deux ordinateurs compatibles, et malheureusement, on voit qu'au bout d'un certain temps, ces deux machines compatibles ne donnent pas les mêmes résultats. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas les mêmes résultats? Eh bien, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas exactement au même niveau d'évolution. Ils n'ont pas les mêmes compilateurs. Donc les expressions mathématiques qu'on communique à l'ordinateur pour être exécutées ne sont pas traduites dans le même ordre, ils ne font pas les opérations dans le même ordre, et pour des raisons un peu techniques, eh bien, ça induit ce genre de phénomène. Voilà. Donc il faut savoir que l'ordinateur ne calcule pas exactement, et que sur certains problèmes dits non linéaires, eh bien, ça peut avoir des conséquences tout à fait dramatiques. Alors, je vais... Attends, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. C'est là que je voulais venir. Bon, je vais sauter tout ça, c'est pas utile. Je voudrais, parce qu'il est presque 9 h là, je voudrais juste vous dire deux mots des relations entre l'art et les mathématiques, et des mathématiques et l'art. Bon, déjà pour dire que les mathématiques sont au service de l'art. Ça, c'est déjà incontestable. La notion de perspective, la notion de relief, donc là, j'ai pas le temps de me pencher sur ce sujet avec vous, mais mathématiquement, on peut définir des tas de façons de représenter le relief sur un écran plat, etc. Bon. Les mathématiques aussi, elles offrent finalement des nouvelles natures mortes à l'artiste. Autrefois, les artistes utilisaient des bouquets de fleurs, des animaux morts, etc. Et aujourd'hui, les mathématiques offrent d'autres objets exploitables par l'artiste conventionnel. Et puis aussi, c'est l'art au service des mathématiques, puisque finalement, tout à l'heure, je vous ai montré que choisir les couleurs qu'on affectait au nombre, ce n'était pas quelque chose de facile. Alors ça, c'est une expérience qui est faite par les peintres depuis des années, par exemple la notion de couleur chaude, de couleur froide, etc. Donc on peut s'inspirer de leurs leçons pour essayer de colorier au mieux les champs de valeurs que l'on calcule. Il faut aussi être conscient des illusions d'optique, parce que si on fait ces images calculées à partir de modèles mathématiques, etc., c'est pour les regarder, c'est pour essayer de trouver quelque chose à l'intérieur. Alors malheureusement, si par exemple on regarde cette image, on a vraiment le sentiment que ce carré-là est plus sombre que celui-là. Bon, c'est pas vrai, ils ont exactement le même niveau de gris. Mais c'est tout simplement parce que l'arrière-plan est différent. Alors donc si ça c'est un vrai résultat de calcul important, eh bien je vais, en appréciant visuellement l'image, commettre une erreur d'évaluation des données. Bon, il y a plein d'exemples comme ça, donc je n'ai pas le temps de tout vous les montrer. Mais surtout, je voudrais insister en deux mots sur quelque chose qui me paraît important, c'est que ça permet les mathématiques, elles permettent de renouveler finalement la notion d'œuvre d'art. Jusqu'à présent, l'œuvre d'art, c'était par exemple une image, celle-là ou celle-là. Non, dans ce contexte, l'œuvre d'art, ça n'est plus l'image, c'est le modèle mathématique qui est derrière. D'où la notion d'œuvre potentielle, c'est-à-dire un modèle qui contient en son sein une infinité, alors au sens que j'ai précisé tout à l'heure, éventuellement, une infinité d'œuvres d'art identiques. Et donc, toutes ces images-là, vous vous souvenez des paysages qu'on a vu tout à l'heure, des nuages, etc. Derrière, il y avait un modèle mathématique, donc il y a une œuvre d'art potentielle au niveau de la géométrie fractale. Et donc, toutes ces images que vous avez sous les yeux, là, bien, elles sont calculées par de tels concepts à partir de modèles. Alors, je peux vous donner peut-être un exemple, là, je ne sais plus si je l'ai, là. Ah ben non, je ne l'ai pas, je suis désolé. J'espérais pouvoir vous le montrer, mais est-ce que c'est pas là? Non. C'est peut-être ça, ici. Je vais vous le montrer, à condition qu'il veuille bien charger la page, parce que je crois qu'elle est très chargée en images. Si c'est trop long, j'avorterai le truc. Ce que je voulais vous montrer, c'était que les mathématiques, mais vous l'avez pressenti, je pense, elles offrent aussi de nouveaux outils de création, en plus que de présenter de nouvelles natures mortes. Bon, bah, écoutez, c'est pas la peine. Ah, bah, sauf que j'ai perdu la main, comme ça c'est complet. Donc là, je crois qu'il faut qu'on attende que ça... Bon, avant que ça n'apparaisse... Il y a des questions. Il y a des questions? Il y a des questions. Ah bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce que je voulais vous montrer, c'est un problème que je m'étais posé il y a quelques temps. J'aimerais bien vous le montrer quand même. Mais bah non, là on est planté. Là. Ça c'est très ennuyeux. Enfin, ça ne m'étonne pas en réalité, parce qu'il y a la page que je voulais charger. Ah bah non, ah bah voilà, c'est formidable. Vous avez de la chance. Bon, c'est un problème que je m'étais posé il y a longtemps maintenant, c'était de savoir si on pouvait formaliser mathématiquement la notion d'entrelacs. Donc des tissus, des machins comme ça. Et bien oui, j'ai trouvé une méthode pour le formaliser, et donc j'ai un modèle unique qui permet de définir tous les entrelacs qui apparaissent dans la colonne de gauche. Là. Alors, je ne vous dis pas comment c'est fait, mais enfin peu importe. Mais bon, je veux juste vous montrer comme ça la variété quasiment infinie de ce qu'on peut produire par ce modèle. Tiens, je vous montre un exemple au hasard. Vous voyez, ça permet de faire des choses extrêmement compliquées. Alors, compliqué visuellement, mais derrière, le modèle mathématique il est finalement très, très élémentaire. C'est ça qui est très amusant dans cette histoire. Bon, alors je reviens au vif du sujet. Conclusion.
la conclusion. Bon, j'espère vous avoir convaincu quand même que les mathématiques, ça servait à quelque chose. Hein. C'est quelque chose de structurant, c'est peut-être même la réalité en soi. C'est dommage qu'il n'y ait pas de jeunes gens et de jeunes filles, de collégiens et de lycéens. Ça n'est pas qu'une matière qu'on est obligé d'apprendre pour passer le baccalauréat, non, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Mais c'est peut-être aussi la clé de tous les problèmes qu'on a actuellement. Bon, c'est pas une nouveauté que de vous apprendre qu'il y a des crises, des crises, etc., qui n'ont pas l'air de s'arranger de jour en jour. Mais en particulier, il y a des crises de nature énergétique. Les ressources que nous utilisons actuellement ne sont pas éternelles. Le pétrole, le charbon, l'uranium, on les épuise à grande vitesse, et c'est vrai du pétrole en particulier, et ça ne se renouvelle pas. Alors, est-ce que les mathématiques ne peuvent pas nous aider dans ce contexte? Et oui, je le crois. Pas de manière certaine, mais possible. Je vais vous donner deux exemples, si vous voulez. Aujourd'hui, bon, on s'éclaire avec des lampes à incandescence, des tubes fluorescents, des diodes électroluminescentes, etc. Il est évident pour tout le monde qu'on n'a pas inventé ces systèmes d'éclairage en essayant de moderniser la lampe à pétrole ou la bougie. Là, ce sont des systèmes complètement différents. Alors d'où viennent ces éclairages électriques d'aujourd'hui? Eh bien, ils viennent de physiciens et de mathématiciens qui, il y a des siècles, enfin des années et des années, s'intéressaient à la propagation des courants dans les matériaux, qui ont découvert qu'on pouvait d'abord transporter le courant, par exemple, dans du métal, et puis que ça provoquait un échauffement, éventuellement de la lumière, etc., et des applications industrielles. Deuxième exemple, c'est l'énergie nucléaire. Bon, qu'on en pense du bien ou du mal, peu importe, ça n'empêche que l'énergie nucléaire, elle vient d'où? Elle vient de recherches qui débutent au début du XXe siècle, de gens qui s'intéressaient à la structure de la matière. Des gens comme justement Albert Einstein, Niels Bohr, Schrödinger. Et ces gens-là n'avaient aucune idée industrielle en tête. Ils s'intéressaient à la structure de la matière. Et cette structure de la matière, elle a été faite en termes de mathématiques. Et c'est justement en manipulant ces expressions, ces équations, etc., qu'ils ont découvert la puissance, l'énergie qui était cachée au cœur de la matière, qui a donc donné naissance aux centrales nucléaires. Alors je disais tout à l'heure qu'on avait aujourd'hui des problèmes d'approvisionnement énergétique. Eh bien, il n'est pas impossible d'imaginer que des développements mathématiques purs, par exemple sur les nombres premiers qu'on a vu tout à l'heure, j'en sais rien, ne pourraient pas déboucher un jour ou à l'autre sur des découvertes industrielles importantes qui nous permettraient de résoudre ces problèmes. Deuxième exemple, c'est le problème du réchauffement climatique. On sait objectivement par la mesure qu'actuellement la température moyenne, je dis bien la température moyenne, elle augmente, localement elle peut baisser, mais en moyenne elle augmente. On sait très bien qu'au niveau de l'océan Arctique, la glace fond à une grande vitesse, qu'en été il ne reste plus beaucoup, le passage du nord est complètement dégagé. On sait que les glaciers qui sont en Groenland sont en train de fondre, etc. Donc, mécaniquement, ça va provoquer une remontée des océans. Ça peut provoquer, par l'adoucissement de l'eau de mer, éventuellement un arrêt du Gulf Stream. Donc, ça a des conséquences, tout ça, au niveau des climats. Donc, il faut une description mathématique de tous ces phénomènes, de façon à pouvoir, grâce aux ordinateurs mathématiques, faire des prédictions, de façon à ce que, j'espère, des mesures politiques soient prises qui vont permettre de lutter un petit peu contre les conséquences négatives de ces phénomènes. Donc voilà, j'espère vous avoir montré que les mathématiques, c'était quelque chose d'essentiel à la connaissance, que c'était peut-être la réalité en soi, et peut-être donc que ça allait nous aider à franchir ces difficultés qui sont devant nous aujourd'hui malheureusement. Donc voilà, si vous avez des questions, elles seront évidemment les bienvenues, et si vous voulez que je vous montre d'autres images, eh bien, je suis prêt à le faire. Voilà. Je vous remercie. Sur les outils, vous l'avez pas montré? Je ne sais plus. Parce que c'est lié à sur les outils, sur les limites, il y avait quelque chose. De nos outils, là, à quel niveau? il m'a semblé à un moment donné que vous disiez parcourir des documents qui concernaient. Ah bah c'est ce qu'on vient de voir, c'est les entrelacs, il me semble. C'est les entrelacs. C'est des entrelacs, si je veux dire. Oui, absolument. Oui. Allez-y. J'en ai peut-être pas besoin. Ouais.
À un moment, quand vous montrez des exemples de fractales avec des géométries stochastiques, enfin non déterministes, le tout dernier, je crois que c'est une sorte de triangle un petit peu qui se répète, non? Ah, je vais revenir dessus. Est-ce que c'est cette image-là? Ouais, c'est ça. Oui. Et ça, c'est... Je pensais que c'était déterministe, ça, non? Non. Si vous voulez, les tapis dits de Sierpinski, et ça c'est une généralisation 3D, effectivement on peut les définir de manière tout à fait déterministe. Le principe du triangle, on enlève, etc., etc. Et on peut aussi les définir de manière stochastique. De la façon suivante, alors je vais vous le montrer, ça aurait été mieux. Ah, non, je l'ai pas. Ah si, voilà, je l'ai à 2 dimensions, donc ça sera plus simple à comprendre. Donc voilà le tapis de Sierpinski qu'on peut définir de manière tout à fait déterministe. Et donc, encore une fois, on peut le définir de manière stochastique. De la façon suivante, on définit les 3 matrices de transformation qui sont là. Donc, ils sont toutes identiques, hein, c'est 1,5, 1,5. Alors, en fait, si vous faites attention, c'est juste bidimensionnel. Hein. On peut ignorer la 3e coordonnée qui est Z. Hein. Donc, c'est une matrice 1,5, 1,5. Et puis, ce qui change, c'est qu'il y a une translation qui vient s'ajouter à la transformation. Vous voyez, je transforme des coordonnées xi, yi, zi en xi plus 1, yi, zi plus 1, avec cette matrice de rotation, enfin une matrice de route ici, dans le cas présent, et puis une translation. Donc je définis ainsi 3 transformations, donc qui sont celle-ci, celle-là et cette dernière, et chacune avec une probabilité 1/3. D'accord? Donc ensuite, je vais partir d'un point dans le plan, alors qui va être par exemple le point vert qui est ici, et je vais le déplacer, ce point vert, dans le plan avec une de ces 3 transformations choisies au hasard. Donc je choisis une transformation au hasard, je le déplace, donc il arrive ici par exemple, je choisis une nouvelle transformation au hasard, je le redéplace, il arrive là, etc. Et alors je le fais aussi avec 2 points, un point qui est rouge là, donc c'est ce qui explique la couleur rouge et puis la couleur verte, et au bout d'un certain temps, eh bien, on a le triangle qui apparaît, le triangle de Sierpinski. Donc ce triangle, enfin cette structure, on peut l'obtenir à la fois donc, de manière déterministe et de manière non déterministe. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle des IFS, donc des systèmes de fonctions itérées, voilà. Qui en général sont linéaires, puisque comme on le voit ici, les transformations sont linéaires. Donc il y a 2 façons d'obtenir. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'en changeant les transformations, enfin les coefficients des transformations, les translations, en faisant que les probabilités ne soient pas égales, on peut obtenir des formes différentes. Maintenant, ça je peux vous le montrer, si ça vous intéresse. On va le voir ici. J'espère qu'on ne va pas être... non, c'est bon. Où est-ce qu'on va trouver ça ici? Voilà. Voilà, vous allez voir. Ah ben le voilà. Voilà, on peut obtenir ça par exemple, donc des fougères. Donc cette fougère, elle est obtenue exactement par le procédé précédent, sauf que les matrices sont différentes, et que les translations sont différentes, et que les probabilités sont différentes. Voilà. Donc on peut définir comme ça des structures très compliquées. Et il y a un Américain qui s'appelle Barnsley qui a essayé d'en déduire une méthode de compression d'image. C'est un peu tordu à expliquer, mais il arrive, bon ça marche pas trop mal, mais ça marche pas très bien non plus, il arrive à partir d'une image quelconque, la photo de la salle là par exemple, à déduire par une analyse très compliquée les transformations utiles pour la régénérer. Et donc c'est un système pour lequel il avait beaucoup d'espoir dans le domaine de la compression vidéo. Bon, aujourd'hui, on fait du MPEG plutôt, hein, mais il avait beaucoup d'espoir. Le problème de son système, c'est que ce n'est pas un système de compression-décompression symétrique. Quand on fait du MPEG, la compression et la décompression sont des opérations à peu près symétriques, en temps en particulier. Ce qui permet de faire de la compression temps réel et de la décompression temps réel. Alors qu'avec les systèmes d'IFS, la compression est très lente. La décompression est très rapide parce que c'est linéaire, ça va à toute vitesse, mais la compression est très très lente, et donc ça exclut une utilisation temps réel en vidéo en particulier. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, c'est pour ça, c'était pour bien vérifier que le tapis en question, c'était aussi déterministe. Oui, mais encore une fois, il n'y a pas de problème, on peut l'avoir, on peut le générer à la fois de façon déterministe et à la fois de façon non déterministe. Mais évidemment, quand on le génère de façon non déterministe, on n'atteint pas tous les points. On a vu qu'il y avait des trous. Hein. En toute logique, il faudrait itérer une infinité de fois, bien sûr. Le déterminisme est une partie du non-déterminisme.
Alors ça, la notion de hasard, ça c'est un autre problème. On ne sait pas réellement ce que c'est, hein, le hasard. Et d'autre part, dans les ordinateurs, il y a un gros problème, c'est qu'on ne sait pas faire du vrai hasard dans les ordinateurs. Parce que dans les ordinateurs, vous avez nécessairement... Tout est programmé dans un ordinateur. Hein. Malgré les apparences, tout doit être programmé. Donc si vous voulez générer des nombres aléatoires avec un ordinateur, il faut les programmer. Et donc ils ne sont plus aléatoires s'ils sont programmés. Alors ça a l'apparence comme ça de l'aléatoire, mais ça ne l'est pas réellement. Oui, c'est paradoxal. Donc c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de très jeunes, des collégiens, des lycéens très jeunes, ils diraient, après avoir écouté tout ça, n'étant pas très informés de choses plus complexes, comme toutes celles que vous avez présentées, il pourrait dire bah, la réponse à tout ça, c'est un peu insensé ce que vous avez écrit, d'ailleurs à un moment donné, c'est un peu insensé. Mais quand on voit que les solutions partielles, comme a posé le monsieur derrière, des phénomènes déterministes, donnent une vue fixe enfin, des choses, alors que les phénomènes non déterministes vont donner, parmi toutes les vont donner des possibilités d'ailleurs infinies, des possibilités infinies, et aussi la solution évidemment déterministe parmi toutes les autres. Le problème qu'on a en physique aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas réellement si le hasard existe. Il y a des... c'est un problème qu'on rencontre en mécanique quantique aujourd'hui, c'est-à-dire que les équations qui décrivent l'évolution des systèmes sont des équations déterministes, mais que malheureusement, à un moment, nécessairement apparaît un phénomène qui semble être aléatoire et qu'on ne maîtrise pas. Et on ne sait pas s'il est réellement aléatoire, ou bien s'il semble aléatoire, ce qui signifie que tout simplement on ignore des choses. Vous voyez, si par exemple, je vous sortais comme ça des nombres 23, 57, etc., vous pourriez considérer qu'ils sont aléatoires, parce que vous ne voyez pas la logique dans ces nombres, et puis moi, derrière, j'ai une logique, je ne sais pas laquelle, mais c'est facile, par exemple, j'ajoute 7 et puis je multiplie par 3, un truc comme ça, j'ai n'importe quoi. Donc, dans la nature, il semble qu'il y a on pourrait démontrer que c'est non aléatoire dans ce cas-là. Ah oui, mais... Si vous faites votre système à vous. Oui, sauf que je viens de vous donner la clé, oui. Mais je peux vous donner des suites de nombres qui sont un peu plus tordues que ça, et pour lesquelles vous ne trouverez pas la logique qui est derrière. Et donc, en physique, c'est un petit peu la même chose. De temps en temps, il semble qu'on observe des choses aléatoires, mais est-ce qu'elles sont vraiment aléatoires, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a une méconnaissance des mécanismes sous-jacents? Alors, il semblerait en mécanique quantique qu'il y a des résultats récents qui ont été obtenus qui laissent supposer que c'est vraiment aléatoire, qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des variables cachées, mais on n'en est pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'ordinateur, encore une fois, on ne peut pas faire du vrai aléatoire. Ce qu'on fait, c'est de l'apparence d'aléatoire. Et les générateurs qu'on utilise, nécessairement, ont des défauts, puisqu'ils ne peuvent produire qu'un nombre fini de valeurs. La limite de l'ordinateur, il ne peut produire qu'un nombre fini de valeurs. Et donc, c'est une vraie difficulté, parce que les générations aléatoires sont très très utilisées en informatique. À titre d'exemple, c'est dommage, je ne l'ai pas, je peux vous montrer, j'ai résolu un problème l'autre jour, justement par une méthode aléatoire. Voilà. Je peux vous montrer un exemple, tiens, qui est amusant. On l'a vu très brièvement tout à l'heure. D'accord, je vais vous le montrer. Je ne sais plus où je l'ai vu tout à l'heure. Ah bah, on va voir, c'est ça. On va terminer là-dessus si vous le voulez bien. Ça, c'est un problème amusant. Vous avez certainement remarqué que sur les balles de golf, il y avait des trous. Enfin, des trous, des petites cuvettes. Hein. Alors, si vous prenez un cercle, et puis vous vouliez mettre sur ce cercle, par exemple, 19 points régulièrement espacés, ça ne pose aucun problème. Toc, 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 on les espace régulièrement. Si on veut faire la même chose sur une sphère, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de méthode. On ne sait pas répartir des points harmonieusement sur une sphère. La seule façon, c'est de le faire aléatoirement. Et c'est comme ça que je génère ces structures. Donc les points qui sont répartis aléatoirement, ce sont les sommets du polyèdre. Et ces sommets, ils sont déplacés aléatoirement par des règles, etc., jusqu'à ce qu'un certain équilibre soit atteint. Je vous montre ça, c'est pour vous dire qu'on a besoin quelquefois de l'aléatoire dans les ordinateurs, qui n'est pas un vrai aléatoire d'ailleurs, pour résoudre certains problèmes qu'on ne sait pas résoudre autrement. Parce qu'on a Nicosaël, c'est ça
C'est Nicosia Non, non, peu importe si vous voulez. Là, c'est un truc absolument régulier. C'est un truc à 24 points, mais peu importe. Entre parenthèses, votre raisonnement n'est pas correct, parce que si vous prenez que 8 points, vous allez me dire que les points bien espacés sur la sphère, c'est le cube. Eh bien, c'est faux. C'est pas le cube, c'est un cube vrillé. Donc, il faut se méfier des intuitions, vous voyez. Et donc, tout ça pour dire que ce problème, on ne sait pas le résoudre en toute généralité mathématiquement. La seule solution qu'on ait à notre disposition, c'est justement par des opérations aléatoires de déplacement, en espérant que ça converge vers une situation stable, qui est la solution cherchée. Donc on a besoin de l'aléatoire, mais encore une fois, on ne sait pas faire du vrai aléatoire dans les ordinateurs. Mais heureusement dans un sens, parce que si on savait faire du vrai aléatoire dans les ordinateurs, on ne saurait pas faire du reproductible. Parce que quelquefois, vous vous souvenez des montagnes que je vous ai montrées tout à l'heure, elles reposent sur de la génération de nombres aléatoires. Et ce qui est important, c'est que demain, je sois capable de refaire la même montagne. Par exemple, parce que j'aurais modifié quelque chose dedans et que je veux vérifier que ça marche toujours. Donc il faut que ça me redonne la même montagne. Mais si les nombres aléatoires qui sont utilisés changent, ne sont plus les mêmes que ceux que j'avais utilisés la fois précédente, je n'obtiendrai pas la même montagne. Donc il faut pouvoir... C'est aussi un bien, c'est aussi un côté positif, qu'on ne soit pas capable de faire un vrai aléatoire dans l'ordinateur. Voilà. Enfin bon, c'est compliqué tout ça. C'est pour ça que toutes les images, c'est quand même surprenant si on réfléchit bien. Parce que ça montre qu'on peut avoir la vision de l'histoire des 10 dimensions, ou des 11 dimensions. Et c'est surprenant parce qu'on peut, à partir d'une idée que l'on a, avoir toutes les visions différentes. Pas toutes les visions différentes, des visions personnalisées, mais chacun a ses visions. Oui, mais même on ne peut pas être exhaustif de toute façon. Hein. On a vraiment des points de vue très limités. Malgré ce que j'ai pu dire, ça reste limité. Parce que finalement, l'individu moyen, qu'on dise on est dans un système de Ptolémée ou de Copernic, il s'en fout complètement. Hein. Je vous rappelle, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quand même une partie non négligeable de la population française, pour ne pas dire 50%, qui croit qu'on en est vraiment encore au système de Ptolémée en vrai. Hein. La Terre tourne autour, le Soleil tourne autour. Absolument, absolument. Ouais. C'est des fausses images aussi.